À l'ordre, s'il vous plaît. Nous allons reprendre nos travaux. Je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue aux représentants de Tesla, M. Morgan. Alors, je vous demande, dans un premier temps, de vous présenter et ensuite de faire votre présentation. Nous avons 10 minutes et par la suite, nous aurons un échange avec les membres de la commission. À vous la parole. OK. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président, le ministre, chers députés et membres de la Commission des Transports et de l'Environnement. Je vous remercie de prendre le temps de m'entendre aujourd'hui au sujet du projet de loi 104. J'ai pas l'occasion de parler en français beaucoup en Californie, alors je vais continuer en anglais. Merci beaucoup. So my name is Ken Morgan. I am the Director of Business Development and Government Affairs for Tesla Motors. And I'm here on behalf of our company to voice our strong support for Assembly Bill 104. We believe that this represents a critical step towards achieving Quebec's stated emissions reduction goals, as well as advancing the market for electric vehicles in the province. Pousser dans le provincial, le marché des voitures électriques. Nous sommes encouragés par le leadership de Québec sur ce sujet et la lutte contre les changements climatiques. Nous le voyons comme étant une victoire claire pour le Québec sur différents niveaux, non seulement du point de vue de la réduction des émissions, mais aussi pour l'économie locale. Québec va clairement retirer les bénéfices de l'adoption de masse des véhicules électriques, étant donné votre production intérieure très forte d'énergie renouvelable et votre réserve substantielle de matériaux utilisés pour la fabrication de batteries. De plus, plusieurs entreprises locales soutiennent cet écosystème de véhicules électriques et ces avancements aussi. Je peux vous dire que chez Tesla, nous travaillons avec plus de 2 douzaines de compagnies qui sont au Québec et qui soutiennent notre entreprise. Alors, nous croyons que c'est clairement une victoire au Québec. Et la question clé est qu'est-ce que cela prend maintenant pour motiver l'industrie automobile pour accueillir cet objectif. De notre point de vue, il y a deux forces qui peuvent motiver le changement dans l'industrie automobile. Ce sont la compétition et la réglementation. Nous avons commencé pour justement résoudre cette question de la concurrence. Le but, la mission de Tesla a été d'accélérer l'adoption des véhicules électriques pour créer un marché de masse pour cette technologie en construisant des voitures électriques attrayantes qui changent la perception des consommateurs et qui changent la demande aussi pour la technologie, mais qui encouragent de plus les investissements du reste de l'industrie alors qu'ils veulent concurrencer cette technologie. Ça a été notre objectif dès le départ. Il y a 10 ans, lorsque la technologie était beaucoup plus dispendieuse, nous avons mis cette technologie dans un véhicule qui était assez cher, une voiture de sport à deux places qui était la Roadster. C'était une voiture assez coûteuse, mais elle avait un objectif. Elle changeait la perception du public de ce qu'un véhicule électrique était censé être. Elle était attrayante, avec une bonne distance de conduite, un bon succès. Nous avons utilisé ce programme pour ensuite bâtir un véhicule, la Tesla Motor S. C'est une sédan, c'est une voiture familiale. Elle a une bonne distance, une bonne autonomie pour différents scénarios de conduite. Elle mène sa catégorie en accélération. Un des véhicules les plus sûrs aussi sur les routes en ce moment. Elle a un centre de gravité bas qui lui donne une traction incroyable sur la neige et aussi une manœuvrabilité de classe sportive. Donc, c'est une voiture qui a pris avantage de tous les bénéfices apparents
d'un train routier électrique. Ce faisant, les consommateurs étaient très attirés par cette technologie et ils l'ont rapidement adoptée. Par exemple, l'an dernier, aux États-Unis, la Model S a vendu plus de véhicules que tout autre véhicule dans son segment. Et cela inclut les versions à essence des sédans comme la BMW 7, l'Audi 8, la Mercedes S. La Tesla a vendu plus que toutes ces automobiles. Donc, lorsqu'on compare et lorsqu'on introduit ce véhicule électrique, il a le potentiel de vendre plus que toutes les autres. La Model S, jusqu'à maintenant la Model 3, eh bien, la Model 3 est notre véhicule pour le marché de masse. 55 000 215 000 d'autonomie électrique. 0 à 100 km à l'heure en moins de 6 secondes. C'est une voiture que la compagnie a vraiment été fondée pour créer. Et ce véhicule entrera en production l'an prochain. En l'espace de quelques mois, ou même, en fait, moins d'un mois d'annonce pour le dévoilement de ce véhicule, nous avons reçu plus de 360 000 réservations pour cette automobile. Et je peux vous dire qu'il y a des milliers de réservations qui proviennent de gens ici, au Québec. Donc, nous croyons que ce véhicule va très bien se vendre ici. Ce que l'on a montré grâce au modèle S et maintenant le dévoilement du véhicule du modèle 3 est qu'il y a un marché robuste pour ce genre de véhicule. Et c'est maintenant plus attirant sur presque tous les niveaux comparativement à la technologie traditionnelle. Et la seule réserve que les gens ont observée traditionnellement, c'est l'autonomie et le prix. Ces deux éléments ont été répondus avec brio. Et je peux dire que nos véhicules aujourd'hui ont plus d'autonomie pour la conduite de tous les jours. Nous avons un réseau national de bornes de chargement pour accommoder les voyages. Maintenant, nous attaquons le prix pour la rendre de plus en plus abordable pour tous les consommateurs. C'est notre objectif. Malheureusement, de notre point aujourd'hui, la concurrence, l'élément de concurrence n'est pas significatif pour assez motiver le reste de la compétition à investir dans cette technologie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une bonne réglementation. Aux États-Unis et au Canada, la réglementation sur les gaz à effet de serre ne va pas motiver les investissements à long terme sur les véhicules électriques. Et cela a été démontré récemment par un rapport qui a été dévoilé par l'agence environnementale aux États-Unis. Les véhicules peuvent être améliorés aujourd'hui grâce à la technologie. Le véhicule électrique, ceux que l'on va obtenir sont le résultat direct de la réglementation zéro émission de la Californie qui est à l'étude similaire aujourd'hui. Et c'est donc la barre minimum auquel l'industrie doit arriver. Sinon, sans celle-ci, environ chaque véhicule électrique sur les routes aujourd'hui a été conçu pour répondre aux réglementations californiennes. Le problème est que à peu près tous les fabricants ont bien un véhicule électrique, mais ils n'ont pas été conçus pour se vendre à un grand volume. Les nécessités de Californie sont répondues aujourd'hui avec une adoption de moins de 2 %. L'industrie, au total, répond à la réglementation avec moins de 2 % d'adoption de véhicules électriques. Alors, le programme que l'on voit aujourd'hui des fabricants automobiles n'est pas vraiment conçu pour répondre à 75 % ou 15 % plutôt d'adoption. C'est pourquoi
Nous avons besoin de cette réglementation, cette courbe pour motiver la prochaine génération de technologies de véhicules électriques. La Californie fait face à un défi aujourd'hui. Il y a un problème parce que beaucoup trop de crédits de réglementation ont été générés. C'est un problème, bien sûr, que nous avons eu avec le Conseil des ressources de la Californie. Ils comprennent aussi le problème. Nous croyons que la Californie va resserrer cette réglementation à la fin de l'année afin de résoudre ce problème d'une trop grande conformité et afin de mettre sur le chemin du succès cet objectif californien. Pour finir, je veux dire que ça prend une posture, un point de courage pour mettre sur pied une réglementation comme celle-ci. Ça prend une foi envers les fabricants automobiles qu'ils vont innover, qu'ils vont répondre à la réglementation. Et si on regarde ce que Tesla a fait avec une fraction des ressources, une fraction des ventes dans l'industrie, pour beaucoup moins de capacité de fabrication comparativement au reste de l'industrie, eh bien, très certainement, d'autres fabricants peuvent arriver à répondre à ces réglementations tout en ayant d'excellentes ventes. Alors, maintenant, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous avez. Merci. Nous allons procéder maintenant à une période d'échange et, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour et merci pour votre présentation ainsi que votre mémoire. Vous avez mentionné dans votre présentation, vous avez dit, je cite, que la norme VZE qui est proposée par le gouvernement, vous avez dit « a clear win for Quebec », puis ensuite vous avez enchaîné en parlant de, vous avez dit « local economy », l'économie québécoise comme telle, puis dans votre mémoire, vous parlez d'aujourd'hui, des douzaines d'entreprises québécoises contribuent aux activités de Tesla. Pourriez-vous approfondir ça? Parce que une des nombreuses raisons qui motivent la mise en œuvre d'une norme VZE, c'est aussi l'appui qu'une telle norme peut avoir au développement de la filière du véhicule électrique au Québec. Le premier ministre en a fait état en juin, dans un discours très important au sommet du véhicule électrique qui a eu lieu à Montréal. Et donc, j'aimerais vous entendre davantage de comment, au niveau, lorsque vous dites là, qu'il y a déjà des douzaines d'entreprises québécoises, pouvez-vous nous donner des exemples plus précis, puis approfondir la notion de développement économique auquel peut contribuer une norme VZE. Je crois que c'est une excellente question. Et si l'on regarde ce qui s'est produit en Californie, je crois que c'est un excellent exemple de ce qui peut aussi se produire ici. La Californie a été le premier à proposer ce mandat de réglementation VZE avec un écosystème robuste pour soutenir les véhicules électriques. Et maintenant, c'est devenu le leader aux États-Unis avec non seulement l'adoption des véhicules électriques, ce qui représente près de 40% de toutes les ventes de véhicules électriques, mais aussi c'est le centre pour toute recherche et tout développement qui se produit aujourd'hui, de plus que la production de véhicules électriques, au moins pour Tesla. Donc, on a un bon nombre de compagnies qui ont été fondées en Californie, qui sont situées en Californie et font partie de ce centre de gravité dans l'industrie. Cela veut dire des opérateurs de chargement pour maintenant des nouveaux entrants dans l'espace des véhicules électriques et aussi des fournisseurs. Nous avons des fournisseurs qui ont discuté de changer d'un État pour se déménager en Californie pour se rapprocher de la production. Ce que l'on voit, c'est que ces politiques peuvent aider à accélérer non seulement l'écosystème des ventes, mais aussi l'écosystème entrepreneurial autour des véhicules. Tesla, aujourd'hui, est le plus grand fabricant, le plus grand employeur aux États-Unis, qui a ce siège social en termes d'emploi qu'on a amené en Californie, aux États-Unis.
Vous dites également dans votre mémoire, vous avez fait référence dans votre présentation au modèle 3 et l'engouement qui est manifesté là, par la venue prochaine du modèle 3. On parle de plus de 370 000 personnes qui ont mis déjà un dépôt pour obtenir le modèle 3. Vous parlez de milliers de personnes qui ont même fait la file pendant des heures avant l'ouverture des magasins pour effectuer leurs commandes. Est-ce que vous pouvez approfondir encore une fois sur ce phénomène-là, et plus particulièrement au Québec? Il y a un magasin Tesla au Québec, à Montréal, si je ne m'abuse. Et est-ce que c'est la même expérience qui a été vécue au Québec avec l'arrivée prochaine du modèle 3? Et qu'est-ce que ça vous dit sur l'engouement des Québécoises et des Québécois pour des véhicules électriques et les perspectives d'avenir en termes? Parce qu'on nous a dit, des gens qui sont peut-être moins d'accord avec la venue du NOM VZ2, on nous a dit que finalement le marché québécois pas vraiment prêt pour plus de véhicules électriques, qu'il faudrait laisser le marché aller de lui-même et que finalement tout va très bien, tel que les choses sont. Alors, quand on voit l'engouement pour le modèle 3 de Tesla, l'achat groupé pour la Nissan Leaf qui a eu lieu, je ne sais pas si vous avez été mis au courant de ça, mais bon, on sent qu'il y a une demande beaucoup plus importante que l'offre présente. Et donc, si vous pouviez approfondir sur l'expérience québécoise de Tesla, particulièrement avec le modèle 3. Absolutely. So we had folks sleeping in tents. Oui, il y a des gens qui ont dormi dans des tentes à l'extérieur pour faire la file pour réserver une voiture lorsqu'on a dévoilé le modèle 3. Sur cette question de la préférence, de l'intérêt des consommateurs, les consommateurs veulent des voitures rapides, des voitures amusantes, des voitures qui ont l'air attrayantes, des voitures qui ont une utilité et des voitures aussi qui sont sécuritaires. Les voitures électriques, je crois qu'on l'a déjà montré avec le modèle S et nous allons aussi le montrer avec le modèle 3. Nous allons montrer que l'on peut optimiser nos véhicules pour toutes ces catégories de consommateurs. Donc, c'est seulement une façon de l'enrober d'une façon attrayante, avec une autonomie aussi qui peut accommoder tous les scénarios de conduite et avoir aussi le réseau d'infrastructure pour accommoder les scénarios à longue distance. Il y a une formule claire pour rendre une voiture attrayante. Nous avons démontré une forte demande. Je crois que ce chemin est disponible pour n'importe quel fabricant qui veut vendre ce type de véhicule à grand volume, jusqu'à un point où ils sont arrivés ils ont optimisé ces critères et s'ils le font, bien, ils vont arriver à des ventes similaires aussi. Donc, nous ne croyons pas que c'est un problème quant au train de propulsion ou de moteur EVZ. C'est plutôt une question de limitation des produits qui sont sur la route en ce moment. Donc, parce que quand on a entendu des gens venir nous voir la semaine dernière nous disant littéralement que les Québécoises et les Québécois n'étaient pas prêts pour plus de véhicules électriques, pas prêts pour rouler davantage en véhicules électriques. Vous venez nous dire, puis vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé que le marché est robuste et qu'il y a véritablement une demande, puis ça, vous voyez ça également au Québec. Yes, so a few things I'll mention to Oui, that point. quelques petites choses que je vais mentionner parce que c'est un excellent point ici. Les milliers de réservations que l'on a déjà reçues au Québec ont démontré que oui, il y a en effet des gens qui sont prêts, qui sont excités pour les automobiles de Tesla. On n'a pas encore fait des tests de modèle 3 au Québec, mais il y a encore des gens qui font la file pour en commander une. Donc, je suis en désaccord avec les gens qui disent que les Québécois ne sont pas prêts. Ils le sont. De plus, je dirais que c'est difficile d'acheter une voiture électrique si on ne peut pas en trouver une. Donc, je me suis rendu chez un
sur un site web assez populaire au début de la semaine et j'ai regardé les inventaires. Si j'étais un consommateur qui voulait me procurer un véhicule et que j'étais ouvert à l'achat d'un véhicule électrique, j'ai regardé. Et ce que j'ai découvert, c'est que il y avait 11 600 véhicules neufs, 165 étant électriques. Donc, ça représente environ 0,4 plutôt des ventes ou des inventaires neufs de véhicules. Et, de façon surprenamment, ou peut-être pas, l'an dernier, les véhicules ont représenté 0,4 des ventes au Québec. Donc oui, il faut de meilleurs produits, mais même avec les produits que l'on a aujourd'hui, nous pourrions en vendre beaucoup plus en tant qu'industrie, en tant que province, s'il y avait des véhicules disponibles chez les concessionnaires. Ce que vous dites là rejoint ce que d'autres groupes indépendants nous ont dit. On a entendu parler qu'au Québec présentement, ou le mois dernier, pardon, il y avait 205 véhicules électriques disponibles en inventaire au Québec. Alors, ça rejoint ce que vous venez de dire. On a aussi eu des groupes, des gens qui sont venus nous expliquer que une norme VZE pourrait augmenter le prix des véhicules, aurait un effet à la hausse. Votre réaction à cette affirmation? Mm-hmm. Je crois que c'est une tactique pour semer la peur. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. Nous ne l'avons pas vécu en Californie. On ne l'a pas vu non plus dans les autres États qui ont adopté cette réglementation plutôt VZE. Au niveau corporatif, c'est un très petit pourcentage de ventes totales et de bénéfices totaux chez ces fabricants. Donc, il y a aussi une élasticité du prix dans le marché qu'ils vont continuer à suivre avec les véhicules qui sont vendus en ce moment. Donc, je ne me vois pas comme ayant une répercussion plutôt sur les véhicules. Ensuite, on a une série d'études universitaires indépendantes qui nous démontrent que l'instauration du norme VZE en Californie et dans les autres États américains qui l'ont adopté accélère la disponibilité de véhicules électriques dans ces États-là. Est-ce que le fait que le Québec adopte une norme VZE, vous voyez le même genre de tendance se produire au Québec, c'est-à-dire, puis là, vu tout ce qu'on a dit sur la nécessité d'inventaire, le fait que les Québécoises et les Québécois, manifestement, se mettent en file pour acheter des Tesla, vous parlez de milliers de personnes qui ont, au Québec, mis un dépôt sur le modèle 3. On ajoute à ça les 3712 Québécoises et Québécois qui ont participé à l'achat groupé de Nissan pour la Leaf. Alors, on voit clairement qu'il est en train de se produire quelque chose sur le marché québécois, mais en même temps, on se retrouve avec 205 véhicules électriques en inventaire au Québec. Alors, ce que j'aimerais savoir de vous, c'est le lien direct qu'on semble faire dans les études entre une norme VZE et l'accélération d'une plus grande offre de véhicules zéro émission dans les marchés qui adoptent une telle norme. Les données démontrent clairement, justement, pour supporter cet argument, que les États aux États-Unis qui ont adopté cette réglementation ont davantage de disponibilité de modèles électriques, ont davantage d'inventaire et ont des ventes supérieures aussi de ces véhicules. Alors, clairement, il y a un impact. Il y en aurait un immédiat, je crois, sur les inventaires des véhicules disponibles en ce moment et sur la disponibilité aussi des modèles et des produits prochaine génération. C'est important aussi de considérer le fait que les fabricants automobiles doivent déjà obéir à cette réglementation dans 30 du marché des États-Unis. Donc, c'est un marché d'environ 5 millions d'automobiles par année. Donc, déjà, ils doivent concevoir la prochaine génération de produits afin qu'ils répondent au but de cette réglementation aux États-Unis. Je crois qu'en adoptant ce genre de mandat de VZE plutôt, ce que vous dites à l'industrie, c'est que l'on veut aussi ce genre de véhicule. Et vous obtiendrez ces inventaires comme résultat. Député de Dubuque.
Merci, M. le Président. D'abord, bienvenue à l'Assemblée nationale, M. Morgan. Une question, vous avez dit dans votre présentation que vous avez des collaborateurs ou encore des entreprises du Québec, deux douzaines d'entreprises qui fournissent à Tesla des services. Est-ce que vous avez le nombre d'employés qui opèrent dans ces entreprises? I do not have that number. Non, je n'ai pas ce chiffre disponible aujourd'hui. Désolé. Bon, merci. Maintenant, c'est quoi la volonté de Tesla par rapport à, je vous dirais, si la réglementation du Québec favorise justement l'utilisation de plus en plus de véhicules électriques? Est-ce que vous connaissez véritablement les orientations de la compagnie, à savoir, est-ce que ça pourrait être intéressant de créer encore plus d'emplois au Québec, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de s'installer au Québec? Bien, je ne suis pas vraiment dans une position pour faire des affirmations ou des déclarations ici aujourd'hui, mais peu importe l'endroit où les véhicules se vendent, nous avons investi de plus dans les infrastructures, dans les centres de services locaux qui emploient à la fois des gens contractuels, mais aussi des représentants locaux pour travailler dans ces endroits. Ce que nous avons vu aussi, c'est que alors que nos affaires prennent de l'ampleur, eh bien, notre réseau d'entreprises qui soutiennent Tesla, qui comprennent aussi les compagnies au Québec, bénéficient de tout cela. Oui, merci, M. le Président. Merci, M. Morgan. Mais une question concernant, je l'ai posé tout à l'heure également, vous comprendrez que, étant donné, vous dites qu'il va y avoir beaucoup d'acheteurs au Québec pour le modèle 3, et véritablement, les ventes se font à Montréal et je vous dirais, par référence, là, ici à Québec. Maintenant, vous comprendrez que le Québec est grand. Le Québec est, au niveau de l'espace, et pas nécessairement très concentré. Donc, à partir de là, moi, je viens d'une région qui est, je vous dirais, considérée quasiment comme une région éloignée, là, mais il n'y a pas de concessionnaire Tesla. Pour les réparations des véhicules, de quelle façon? Est-ce que les gens vont devoir se déplacer à Montréal ou encore à Québec faire réparer leur voiture s'ils veulent avoir une Tesla comme parce qu'on le sait, là. Dans les régions du Québec, les BMW, les Mercedes, lorsqu'il n'y a pas de concessionnaire, il n'y a pas de possibilité de se faire réparer. Ça prend des jours et des jours avant d'avoir la possibilité de se faire réparer notre voiture. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, c'est une question importante. Rapidement, nous accélérons la croissance de notre réseau de services et nous allons nous déplacer dans des nouveaux marché avec des centres de services d'abord, parce que notre but est d'avoir la meilleure expérience possible pour une Tesla. Et ainsi, nous voulons réduire la distance. Ça débute avec la plus grande concentration de clients où nous construisons des services pour ensuite nous déployer à l'extérieur. Alors, nous nous déployons le plus vite que possible et c'est clairement une question valide. Je dirais que un des bénéfices de posséder un véhicule électrique est qu'il demande beaucoup moins de réparation ou de maintenance qu'une voiture traditionnelle. Il n'y a pas d'huile à changer, il n'y a pas de différentes composantes ou de bouches d'allumage. Avec une voiture actuelle, nous pouvons faire beaucoup de diagnostics et même de réparations logicielles par le biais d'une connexion Wi-Fi connectée au véhicule à la maison. Donc, à distance, on peut réparer le véhicule de plusieurs façons. Et ensuite, lorsque le véhicule doit être réparé, nous avons le but d'avoir des centres de services les plus proches. Merci. Alors, c'est le temps que nous avions pour, et même on l'a dépassé, Monsieur le député Dubuc. Nous allons passer maintenant à l'opposition officielle, Monsieur le député de Terrebonne.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre présentation. Et j'ai écouté avec attention les réponses aux questions qui vous ont été posées par le ministre là, concernant les augmentations, notamment du prix des véhicules avec l'apparition d'une loi zéro émission. Et, évidemment, vous avez répondu très clairement que le marché allait suivre son cours et que, dans le fond, les contracteurs allaient s'adapter, comme en Californie, donc à cette nouvelle réalité. Votre expérience est donc judicieuse et nous la prenons en considération. Et j'aimerais donc en profiter pour continuer un petit peu plus loin et essayer de tirer le maximum de votre expertise, en ce qui a trait particulièrement aux crédits qui sont associés au projet de loi zéro émission. En Californie, notamment, vous donnez beaucoup de crédits pour les véhicules à hydrogène. Ça a été un sujet de discussion que nous avons eu autour de cette table avec plusieurs intervenants, considérant le mix énergétique du Québec qui est beaucoup axé sur l'hydroélectricité. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec devrait rendre accessible une loi zéro émission à des véhicules hydrogènes dans le cadre de ce projet de loi-ci? C'est aussi une excellente question. J'ai plusieurs opinions sur l'hydrogène, mais je vais en garder la plupart pour moi, pour cette tribune. Mais ce que je veux dire, c'est que j'encouragerais la Commission à considérer la neutralité quant aux différentes technologies et le traitement des différentes technologies zéro émission dans la réglementation. Il y a plusieurs histoires en Californie qui découlent de l'hydrogène et des efforts pour en faire la promotion. Pour être franc, les chiffres ne sont pas vraiment logiques en termes de véhicules. Il y a eu d'énormes obstacles en infrastructure et des coûts en remplacement d'une infrastructure à l'essence à hydrogène. Alors, je dirais que la meilleure approche est de rester neutre, mais clairement, nous avons des préoccupations envers l'avenir de la technologie hydrogène. Donc, au niveau de la technologie hydrogène, nous autres aussi, on a beaucoup d'interrogations. Plusieurs intervenants sont venus nous expliquer toute l'énergie électrique qui serait, par exemple, demandée dans un concept d'électrolyse pour créer de l'hydrogène au Québec et valoriser, dans le fond, la production d'une telle ressource, la perte aussi d'efficacité dans les différentes étapes de transport et de fabrication. Et lorsqu'évidemment on parle de fabriquer de l'hydrogène à partir de gaz naturel, bien là, on rentre dans une autre catégorie où le terme zéro émission est peut-être plus approprié à juste titre, ou en tout cas du moins où on perd un peu la nature même de l'objectif du dit projet de loi. Donc on a des inquiétudes qui sont tout à fait sincères également, en tout cas de la part de certains intervenants autour de cette table et de notre côté également, mais je vois que votre expertise californienne vient compléter un peu là, les interrogations qu'on peut avoir à cet égard. Vous avez donc au niveau vous dites que l'État doit rester neutre au niveau de l'allocation de ces crédits. Évidemment, le véhicule 100% électrique, à vos yeux, doit être valorisé en priorité. Est-ce que vous seriez d'avis que pour les véhicules, exemple hybrides rechargeables, il y a évidemment une gradation qui soit également permise là, dans le cadre là, du projet de loi actuel et qu'on puisse donc y aller quand même avec un spectre plus large, mais plus représentatif de la contribution zéro émission que chaque véhicule peut émettre? Alors, il y a beaucoup d'histoires dans cette question. Je dirais que mon plus gros avertissement serait de s'assurer que la conformité dans un maximal pour un véhicule 100% est ce qui est souhaitable. Parce qu'il est arrivé en Californie qu'il y avait un objectif de 15%. Mais tant de crédits ont été donnés pour différentes technologies et différents types de batteries et d'approches que l'industrie peut continuer dans sa trajectoire actuelle de moins de 2% de ventes
et être conforme avec la réglementation pour environ la prochaine décennie. Alors, cette structure doit être réajustée si la Californie veut obtenir des véhicules de cette façon. Donc, si je comprends bien, la leçon tirée par la Californie, c'est de diminuer, ou en tout cas de diminuer le nombre de crédits qui sont alloués par véhicule pour essayer d'augmenter de stimuler davantage la vente. Ou si j'ai bien compris votre exemple, vous nous dites qu'en Californie, vous avez été très généreux, mais que donc les objectifs de vente de véhicules électriques n'ont pas atteint les quotas, ou en tout cas du moins ne vont pas à un rythme aussi fulgurant que vous auriez pu le souhaiter, par exemple. Oui, je crois que c'est assez fréquent pour que la réglementation dans les premières années de fournir des incitatifs et créer des multiplicateurs de crédit. Nous avons vu ça dans différentes réglementations, ailleurs qu'en Californie aussi. Le problème est lorsque ces multiplicateurs ne s'en vont pas, lorsque les incitatifs restent pour toujours, eh bien, la conformité minimum devient beaucoup plus bas que l'objectif de la réglementation. Ainsi, on peut avoir différents crédits, mais il faut demander davantage de crédits dans l'industrie pour arriver aux objectifs minimums par le projet de loi. L'objectif est d'avoir un crédit par véhicule, peu importe son autonomie. Et bien que, de façon initiale, ce n'est pas très bon pour les véhicules avec une petite autonomie. Lorsqu'on arrive à 20 ou 15 de ventes dans les années subséquentes, eh bien, ça va être très difficile de vendre une automobile à 90 km d'autonomie lorsqu'il y en a qui font du 200 000 d'autonomie. Alors, on n'a pas vraiment besoin d'avoir ce genre d'incitatifs à long terme lorsque des plus grands objectifs veulent être atteints. Donc, tout ce qui est la revision, dans le fond, là, du systématique, ou en tout cas d'assurer des suivis sur la progression d'un tel projet de loi semble tout à fait judicieux par les exemples que vous mentionnez. Est-ce que dans la loi californienne, il est inscrit de façon claire dans la loi les crédits qui sont alloués là, en fonction du type de voiture valorisée? On a un débat présentement autour de cette table. Je pense que présentement, c'est par règlement. Donc, c'est pas nécessairement inscrit clairement. Je sais que plusieurs voudraient que ce soit, comment je pourrais dire, plus accessible, plus transparent, plus définitif. Ça donnerait un mordant plus certain à la législation sur laquelle on étudie à l'heure actuelle. Je voulais voir un peu comment le modèle californien était fait. Avez-vous êtes-vous inscrit dans le projet de loi ou c'est discrétionnaire d'un règlement de vos autorités politiques? Alors, je pense que ce que l'on a appris en Californie est que cela est très utile de mettre des objectifs élevés quant aux véhicules. Parce que l'on veut arriver à 15 de ventes, disons, d'ici 2025. C'est un objectif qui a été établi par le Comité des ressources de la Californie. Comment y arriver? Eh bien, il y a différentes façons selon de gérer un système de crédit et il va sûrement avoir besoin d'être ajusté avec le temps. Donc, si plusieurs fabricants dépassent les réglementations des premières années, eh bien, on va peut-être vouloir ajuster la façon dont on attribue les crédits pour les prochaines années, les années suivantes, pour s'assurer que le volume d'automobiles augmente aussi. Ce que la Californie a fait, eh bien, c'est mis un objectif élevé et ensuite c'est mis à donner aux législateurs, aux les administrateurs du programme plutôt, l'autorité de modifier, ce faisant, les détails afin d'arriver à ces objectifs. Quelques secondes, 40 secondes. Non, merci beaucoup. Donc, rapidement, simplement au niveau du programme de communication, j'imagine que Tesla est d'accord avec davantage de sensibilisation sur les bienfaits que peut avoir un véhicule électrique au Québec. Je me demandais si le gouvernement californien mettait beaucoup d'efforts et de ressources financières pour faire la pédagogie à sa population. Il y a plusieurs organisations qui essaient de sensibiliser les gens et la Californie les a supportés, oui. Alors, oui. Merci. Nous allons passer maintenant au deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Masson. Merci, Monsieur le Président. Welcome, Mr. Morgan.
Je voulais vous mentionner tout d'abord qu'effectivement, Tesla, il y a plusieurs milliers de Québécois qui ont procédé à une commande d'un Model 3 dont j'en fais partie. Donc, je voulais juste vous mentionner que c'est ce point. Vous savez, vous avez parlé longuement avec mon collègue député de Terrebonne sur la durée de vie d'un crédit. Vous avez même mentionné qu'en Californie, la situation était telle qu'on avait pour près d'une décennie d'accumulation de crédit présentement. Et certains groupes sont venus nous voir ici en commission parlementaire et ont apporté une idée comme quoi qu'un crédit pourrait avoir une durée de vie. Au lieu d'être de façon indéterminée, un crédit, exemple, si ça fait 3 ans qu'il est accumulé, après, exemple, on devrait ne plus devoir le comptabiliser. Donc, il serait soit qu'on l'a revendu ou on l'a utilisé ou on va le perdre. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être une bonne avenue pour justement ne pas tomber dans les pièges où vous mentionnez les lacunes des réglementations qui ont eu lieu en Californie et faire en sorte que la loi zéro émission qu'on s'apprête à mettre en place ici au Québec soit une meilleure loi zéro émission? I would say, a great question as well. Une excellente question aussi. Je dirais que, de mon point de vue, l'approche idéale est que si l'on se trouve dans une situation où il y a trop de crédits pour la conformité, comme en Californie, en ce moment, eh bien, soit il faut en demander davantage de crédits de toute l'industrie ou fournir moins de crédits par véhicules qui sont livrés à partir de ce moment. Maintenant, le problème, c'est que avec l'expiration du crédit, c'est que les fabricants peuvent en faire peut-être plus aujourd'hui, mais ne vont pas parce qu'ils ne pourront pas utiliser les crédits dans les années où ils savent qu'ils vont en avoir besoin. Alors, j'essaie toujours de penser à ce qui va créer un incitatif pour que l'industrie en fasse le plus possible aujourd'hui. Je comprends donc. En cause qu'on veut faire augmenter les cibles dans le futur, vous mentionnez que vous désirez maintenir la possibilité d'accumuler ces crédits-là pour faire face aux situations futures. Mais ça veut dire à ce moment-là que peut-être que soit que les cibles sont trop ambitieuses ou que le consommateur n'est pas prêt à faire le saut en masse, exemple, pour atteindre les 15 de vente de véhicules électriques. Alors, à ce moment-là, vous avez mentionné le réseau des infrastructures sur les bornes de recharge. En fait, vous croyez-vous qu'il y a suffisamment de bornes de recharge? Peut-être que vous ne connaissez pas la situation au Québec, mais peut-être vous pouvez parler de Tesla, le plan que vous avez pour faire un déploiement de bornes de recharge en sol québécois? So, je dirais qu'il y a un lien clair entre l'autonomie et le besoin de bornes de chargement. Donc, pour seulement parler d'autonomie, eh bien, nous augmentons rapidement l'autonomie de nos véhicules électriques en réduisant aussi le coût par kilomètre ou essentiellement par kilowattheure dans nos batteries afin d'avoir une autonomie pour des voitures abordables. C'est une des clés à cette équation parce que si l'on a des véhicules qui ont une autonomie substantielle, qui satisfont les scénarios de conduite quotidienne. On n'a pas besoin d'une borne à chaque coin de rue et on peut alors concentrer ses efforts sur le chargement là où les véhicules restent immobiles pour la plupart de la journée, que ce soit au travail ou à la maison. Alors, nous concentrons plutôt nos efforts sur les politiques qui amènent les stations de chargement à la maison au travail, là où les gens sont. Et pour nous voulons résoudre ce dernier morceau du puzzle, qui est la conduite entre les villes. Et même si c'est rare, eh bien, les gens qui achètent les véhicules veulent savoir qu'ils peuvent le faire. Avec le réseau de superchargement qu'on a construit, même aujourd'hui, on peut aller à chaque coin des États-Unis et à travers la plupart du Canada avec une borne de chargement que l'on a mis en place et avec la capacité d'autonomie de nos véhicules. Et ça ne va que s'accélérer. Je crois que c'est important de mentionner aussi que nous ne dépendons pas plutôt du soutien gouvernemental pour construire ce réseau. Nous l'avons financé en utilisant
notre portefeuille parce que c'était crucial afin de vendre nos autos. Je crois que le reste de l'industrie pourrait mettre aussi la main à la pâte pour construire des bornes de chargement plutôt le long du réseau. Oh, thank you very much, Mr. Morgan. Vous savez, au niveau plus que la distance parcourue d'un véhicule va augmenter, vous mentionnez moins besoin de bornes de recharge. Effectivement, il y a quelqu'un qui est venu nous mentionner, par contre, en commission, et je voudrais vous faire cette relation-là. Ils ont mentionné pour la réalité du climat québécois. Compte tenu du fait qu'on a des hivers froids et qu'on a la perte d'autonomie des véhicules en hiver qui peut atteindre jusqu'à 40 %. Ils ont mentionné qu'on serait peut-être mieux de miser ici au Québec sur des véhicules hybrides que des véhicules 100% électriques. Et à ce moment-là, eux autres, ils ne mentionnaient pas que la batterie, dans le fond, ils mentionnaient si on met plus d'autonomie dans une batterie d'un véhicule 100% électrique, ça peut même être nuisible éventuellement pour l'environnement, compte tenu qu'on va mettre beaucoup de lithium dans les voitures, alors que 95 % du temps, la voiture, elle est stationnée, elle ne bouge pas. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ça? Okay. Yes, so oui. Alors, j'imagine que ces commentaires proviennent de mes collègues fabricants automobiles, mais je ne sais pas vraiment. Là. Le 40 ce scénario de 40 est soulevé à chaque instant comme étant un scénario qui crée la peur ou la crainte que les véhicules électriques ne fonctionneront pas dans les hivers. Et c'est utilisé dans le lobby contre les États nordiques qui ont adopté la norme californienne. Et honnêtement, je crois que cette étude a été faite avec une première génération de Nissan Leaf. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a aucun scénario dans lequel notre Tesla va perdre autant d'autonomie. Alors que l'autonomie augmente avec les véhicules, le pourcentage de pertes diminue drastiquement. Et c'est en lien avec le climat froid. Encore une fois, les fabricants doivent sortir des modèles avec plus d'autonomie et toutes les variantes de ces véhicules afin d'arriver à des niveaux d'adoption dans les climats froids. Mais ce n'est pas que les véhicules électriques ne vont pas bien performer, c'est plutôt que ceux avec une faible autonomie sont beaucoup plus limités dans les climats nordiques. Donc, nous avons plutôt trouvé que nos véhicules à longue autonomie, à large autonomie, se vendent très bien dans les climats froids. La Finlande est un de nos meilleurs vendeurs. Merci. On parlait des comtés tout à l'heure. Je vais faire une petite publicité pour mon comté. Le comté d'Alford est l'endroit où on a inauguré récemment une station de supercharge de Tesla entre donc le Québec et la Nouvelle-Angleterre. Alors, on est à l'avant-garde, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur Morgan, thank you very much for being here. Merci pour votre contribution aux travaux de la commission. Je suspends les travaux quelques instants pour permettre à notre dernier invité de prendre place.